Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour le dernier BDS de la semaine. On va préparer ce gros choc entre l'Olympique de Marseille et Monaco. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir mes amis. Bonsoir Karim Attab. Bonsoir les amis. Nous aussi, on a fait un petit stage de préparation. J'ai pas été convié, je suis désolé. Ça va se poursuivre d'ailleurs ce soir autour de 4 chips, quelques boissons anisées. On va voir si ça nous sera profitable. Jaco, plus sérieusement, il y a un enjeu comptable, on en a parlé toute la semaine. L'enjeu principal, c'est retrouver la victoire à la maison. Oui, retrouver la victoire, ça serait déjà bien. Ce qui serait très bien, c'est d'avoir du jeu. C'est aussi faire plaisir aux supporters. Je pense que c'est essentiel. Retrouver du plaisir au Vélodrome. Et j'ai envie, je te le disais tout au long de la semaine, régalez-vous et régalez-nous. C'est tout simplement indispensable pour pouvoir continuer et faire une belle saison. C'est ça qui a principalement motivé quand même De Zerbi, ce qu'on appelle le syndrome du Vélodrome, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il avait quelque part un peu dans la tête après la dernière trêve de la saison, de l'année en tout cas? Non, je pense que c'est un mix. Je pense que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le match contre Auxerre, qui a fait en sorte que tout le monde pète les plombs en interne, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff et le coach, quoi, parce que il y a eu une grosse incompréhension et malheureusement pour l'OM et pour Roberto De Zerbi, ça s'est arrêté net avec une trêve. Et donc avec la moitié de l'effectif qui est parti en sélection. Et donc il a fallu ruminer ce cauchemar pendant 15 jours avant de pouvoir jouer contre Lens, avec un match à gros enjeux, avant de jouer contre Monaco. Donc il y avait pas mal de trucs. Et je pense qu'il y réfléchissait déjà depuis quelques semaines, mais sans se dire c'est là qu'il faut le faire. Parce que c'est vrai que Jaco l'a répété à plusieurs reprises, l'OM n'a pas fait de stage de pré-saison. Et c'est quand même assez préjudiciable, le fait de ne pas être en dehors du contexte de la commanderie. Bien entendu, le fait qu'il faisait très chaud cet été, c'est pas un plus, mais bon, dans tous les cas, il n'y a pas eu cette cohésion pour un groupe où il y avait beaucoup de nouvelles unités. Donc, je pense que De Zerbi et le staff voulaient faire quelque chose autour de la cohésion sans qu'il y ait véritablement de nécessité pressante. Le match d'Auxerre a un petit peu précipité tout ça parce que ça rentrait dans le secret des dieux. On savait que au début de la trêve internationale, la date était arrêtée. Il fallait trouver le lieu, il fallait trouver l'organisation. Mais après le match d'Auxerre, on savait qu'il allait avoir un stage, quoi. C'est mon chéri, Marco, quand tu as ces stages, quand tu fais venir un nouveau joueur, tu connais le joueur, parce que tu l'as vu jouer, tu l'as vu évoluer, tu connais son poste, tu sais où il peut jouer. Par contre, tu ne connais pas l'homme. L'homme, tu ne le connais pas. Et tu le découvres uniquement lors des stages. Parce qu'il y a le terrain, mais il y a l'après-terrain. Qu'est-ce qu'il fait hors du terrain? Comment il se comporte à table? Est-ce qu'il est respectueux avec ses copains? C'est là Est-ce aussi. qu'il met la fourchette à droite, le couteau à gauche? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les repas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça se branche, ça se dispute, ça discute. C'est des enfants, hein, les gars. L'autre, il veut s'asseoir là. Il y a plein de choses qui se passent. Et le staff technique doit aussi regarder ce qu'il se passe. Qui est le leader dans ce groupe-là? Parce que c'est pas celui qui parle le plus. Donc, tu vois, c'est aussi des moments où tu connais les hommes. Et c'est pour ça, quand je dis Roberto De Zerbi, il a choisi le bon moment. Parce que là, la trêve internationale, il se dit, oh les gars, il y en a ici, je les ai jamais eu ensemble. Et je veux voir. Et tous, et son staff, je pense qu'il les a réunis, de dire, bon les gars, tout le monde va ouvrir les oreilles, tout le monde va voir avec ses yeux ce qui se passe, et on fera un compte rendu pour savoir qui est le bosseur, qui a envie d'aller au charbon avec nous, et ceux qui n'ont pas envie, eh ben, ils resteront sur le banc. Par-delà ce stage, petit état des lieux justement sur l'effectif, qui sera disponible pour la réception de Monaco, qui ne le sera pas? Surtout qui ne le sera pas. Il n'y a pas vraiment de grosse évolution. On sait que Amin Harit n'a pas pris part au stage, que Derek Cornelius non plus, que Paul Lirola non plus, parce qu'ils sont en traitement, en soins, pour certains en réathlétisation, pour d'autres c'est un petit peu long. Ruben Blanco, qui est très proche de reprendre avec le groupe, lui non plus n'était pas avec les autres gardiens pour ce stage. Pour le reste, c'est quasiment le groupe qui est parti à Lens, plus quelques jeunes, plus Lilian Brassier, qui était présent donc dans la région de Malemort. Donc
peu de problèmes ou pas de problèmes pendant le stage. Donc on devrait avoir, je pense, à peu près le même groupe, à peu près, hein, avec sans doute le retour de Lilian Brassier dans les 20 joueurs sur la feuille de match, mais pas de renfort, pas de concurrence entre Murillo et Lirola, par exemple, et pas de pièces sur Aminarit pour organiser un petit peu le jeu, quoi. On a vu Roberto De Zerbi modifier un peu ses idées de jeu, notamment à Lens. L'AS Monaco, c'est pas n'importe quelle équipe du championnat. Est-ce que tu penses que le coach italien de l'OM va continuer ses idées lensoises, ou est-ce qu'il va revenir à ce qu'il faisait auparavant? Bon, je pense qu'il va continuer. Ce qu'on a vu à Lens, quand même, il y a de belles choses. Tu peux pas sans cesse changer. Donc, il a essayé de trouver une nouvelle formule. Il va essayer de travailler. Et je pense que le stage a fait aussi de travailler avec cette nouvelle formule. Quand tu vas avoir des automatismes, Marc, c'est comment? C'est en jouant régulièrement de la même manière. Donc, je pense que c'est avec ça qu'il va s'appuyer. Après, dans le football, tu as des secteurs de jeu, et il faut que tu sois maître dans ton secteur de jeu. Chaque joueur, dans cet espace, dans ce périmètre, il doit être performant. Si chacun des joueurs fait son boulot, parce qu'il va falloir être performant contre cette équipe monégasque, c'est pas possible. C'est une équipe avec de la qualité. Et il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire de belles choses. Donc, il faut montrer de l'intensité, il faut montrer de l'envie, et il faut se mettre à 100%. Est-ce qu'elle vous plaît, cette nouvelle formule décidée par De Zerbi à Lens? Et si oui, pourquoi? Elle me plaît. Oui, elle ne me déplaît pas. Après, j'ai pas. C'est pas un enthousiasme massif. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce que franchement, pour être tout à fait honnête, hein, c'est un système qui, à mon avis, est adapté pour la période, mais n'est pas le système qui sera privilégié par Roberto De Zerbi, parce que à un moment donné, il va revenir vers son schéma préférentiel avec au moins 4 joueurs véritables offensifs pour essayer d'être rapidement devant la surface adverse s'il y a des possibilités de faire des transitions, des contre-attaques. Là, il y a plus d'équilibre. Il y a plus d'équilibre. Et en plus, quand tu as un joueur comme Valentin Rongier qui vient s'ajouter à l'expérience de Pierre-Emile Højbjerg et d'Adrien Rabiot, qui n'est pas non plus un manchot avec ses pieds, il récupère énormément de ballons et il les rend assez proprement. Là, il a ajouté une corde à son arc à Lens en marquant un but. Donc c'est très important, hein, ça aussi, parce que pour lui, c'est quelque chose de fort. Parce que quand tu regardes les stats de Rongier depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, il n'y a pas 150 buts chaque saison. Donc je pense que le schéma, comme il a été développé à Lens, a montré aussi que les joueurs ne l'avaient pas totalement assimilé complètement. Alors, je pense qu'ils l'ont travaillé cette semaine aussi. Peut-être qu'ils en ont travaillé d'autres également pour pouvoir faire face à autre chose. Mais même si, à cette même place, vendredi dernier, moi, j'étais à ta place et je disais à Jaco et à Steph qu'il fallait prendre aussi un petit peu en considération le jeu de l'adversaire, chose où vous n'étiez pas totalement d'accord, vous vouliez vous focaliser que sur le jeu de l'OM, mais oui, mais t'es quand même obligé, t'étais obligé de prendre en compte le jeu de Lens, tu es obligé de prendre en compte les qualités de Monaco, avec ces joueurs offensifs qui font extrêmement mal, les deux joueurs qui sont libres 100%, notamment Ben Seguir et Akliouche, donc il va falloir se préparer aussi à pouvoir lutter à armes égales avec ce trio d'attaquants et essayer de gagner la bataille du milieu. Et avec 3 joueurs dans le cœur du jeu, c'est peut-être moins compliqué. Justement, le milieu de terrain, Rongier, Højbjerg, Rabiot, il faut plus bouger, Jaco? Pour l'instant, parce que cette équipe elle a un certain équilibre. Moi, je rejoins Karim. Roberto De Zerbi, il a quand même envie aussi de voir du jeu. Aminarit performance, ça change quand même la physionomie du jeu aussi, parce que là, c'est une équipe à vocation défensive, même si Adrien Rabiot porte un peu plus le ballon, mais j'espère, moi aussi, qui est un amoureux du football, voir revenir Aminarit et avoir un peu plus de belles choses offensivement. C'est ce qui nous régale, c'est ce qu'on a envie de voir. Donc pour l'instant, il faut revenir aux fondamentaux. Ça a bien marché à Lens. Pour l'instant, on va en plus Aminarit. Bon, ça tombe bien, c'est mal dit, mais pour l'instant, Aminarit n'est pas disponible.
disponible. Donc on va continuer comme ça. Si on arrive à avoir des résultats comme ça, je pense qu'il va continuer. Mais encore une fois, en cours de match, tu peux changer. C'est pas impossible. C'est aussi une solution. Il faut pas se focaliser avec un 11 de départ, une façon de jouer. Tu peux évoluer parce que tu as des joueurs qui sont capables de rentrer et de changer de méthode de jeu. Donc je pense que pour l'instant, il va continuer comme ça, mais Amin Harit devrait faire son retour. C'est vrai ce que tu dis, qu'en cours de match, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Après, tu peux pas empêcher les supporters de s'attacher justement au signal fort de la compo au coup d'envoi. Justement, quelle est la formule, quelle est la compo qui vous semble la plus plausible pour dimanche soir? Il va pas changer grand-chose. Voilà, il y a toujours les mêmes interrogations. Est-ce que après, on ne sait pas comment ça s'est passé cette semaine, parce qu'il a pu se passer des choses aussi à l'entraînement, des joueurs qui ont montré une volonté beaucoup plus forte, avec un état de forme également aiguisé, je dirais. Moi, je pense. Franchement, il y a 3 postes où tu peux poser des questions. Il y a le poste de latéral milieu gauche avec Ulysse Garcia. Est-ce que Quentin Merlin est en capacité de faire son retour comme titulaire, ou est-ce que la confiance sera gardée à Ulysse Garcia? Pareil pour l'avant-centre. Est-ce que Neil Maupay va démarrer le match contre Monaco, ou est-ce qu'Eli Wahi a montré des choses suffisamment intéressantes pour pouvoir être titulaire? Et après, tu as toujours quand même, parce que il faut pas enterrer non plus Jonathan Rowe qui a montré des choses super intéressantes. Alors c'est sûr que si c'est Merlin qui joue à gauche, pour moi, il y a peu de chances que Rowe puisse jouer. Mais après, regarde, Greenwood s'est baladé sur le front de l'attaque. Il a joué deuxième attaquant, il a joué 9,5, il a joué sur le côté droit, il a joué sur le côté gauche. Parce que le deuxième but de l'OM à Lens arrive du côté gauche par Greenwood. Le premier but de l'OM à Lens arrive du côté droit par Greenwood. Donc, et l'action de Maupay, où le tir n'est pas cadré en première mi-temps, c'était Greenwood qui était dans l'axe et qui lui donne. Donc voilà, tu vois, il y a plein de choses qui font que il y a quelques interrogations, mais ça serait pas un scandale de repartir avec les mêmes 11 que face à Lens. Sauf qu'il y a une semaine qui s'est passée et qu'il y a un adversaire. Et tu vois, il va y avoir Monaco a des côtés forts, notamment le côté droit, avec Vanderson qui apporte beaucoup. Donc, est-ce qu'il va falloir être plus défensif sur ton côté gauche et demander à Luis Enrique de rester à droite pour prendre ce couloir? Tu vois, il y a plein de choses tactiques. Là, pour le coup, on n'a pas vu d'entraînement, on n'a pas eu de conférence de presse. Ça sera demain avec Pierre-Émile Heubert. C'est difficile de se projeter sur d'éventuels changements. C'est ce que le questionnement, il est légitime sur 2 ou 3 postes, mais pas plus, quoi. Et c'est un questionnement, c'est tout. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est modestement ce que j'expliquais aux gens, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que actuellement, tu as 5 changements possibles. C'est-à-dire que tu peux changer 50% de l'équipe. Il n'y a que 10 joueurs de champ, tu peux en changer 5. Tu peux changer 50% de l'équipe. On fait un 11 de départ. Tu as Lens, tu commences avec 11 joueurs. À la mi-temps, tu as 0-0. À la fin des 90 minutes, tu fais tes changements dans le deuxième mi-temps. Tu fais 5 changements et tu gagnes 2-0. Les gens, ils vont te dire, ouais, mais tu changes pas une équipe qui gagne. Mais tu fais quoi? C'est l'équipe de la première mi-temps ou l'équipe de la deuxième mi-temps, Marco? Moi, c'est ça que je pose comme question. Il faut en prendre conscience. C'est pour ça que je vous dis, il y a toujours 15-16 joueurs qui sont là dans le match. Et c'est important. Combien de fois on entend c'est du coaching parce que le mec qui est rentré, il a été utile, il a fait la passe décisive, il a été buteur. Donc peut-être que s'il était rentré avant, il n'aurait pas été utile parce qu'il aurait été fatigué, parce que les adversaires n'étaient pas positionnés de la même façon. Donc c'est pour ça, attention, un groupe, c'est un groupe. C'est pas possible autrement de penser autrement. Au milieu de tout ça, il y a un joueur dont vous me parlez pas beaucoup, ni l'un ni l'autre, c'est Ismaël Koné, qui fait partie visiblement des quelques joueurs dans le collimateur de Roberto De Zerbi. Est-ce qu'il y a confirmation qu'il y a un peu plus de collimateurs concernant Ismaël Koné que pour d'autres joueurs? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de collimateur. Et de toute façon, c'est pas collimateur, puisque tu as 7 joueurs qui ont été pointés du doigt la semaine dernière, et sur les 7, il y en a 2 qui étaient titulaires. Donc après...
Après, Ismaël Koné, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, que c'est un joueur talentueux et qui a un énorme potentiel. Mais ce qui se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est que pour l'instant, ses prestations, elles sont pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre. Donc il y a plein d'explications. Il y a une saison très très lourde la saison dernière qui s'est terminée par la Copa América avec le Canada. Je rappelle qu'ils ont été en demi-finale. Ensuite, il y a le transfert, parce que le transfert, il faut quand même aussi le digérer, de passer de Watford à l'Olympique de Marseille. Ensuite, il y a un début de préparation super intéressante et une blessure. Blessure qui te font rater première, deuxième, troisième journée. Et tu travailles pendant la trêve, tu ne pars pas avec la sélection canadienne, tu travailles à la commanderie et tu reviens par dose homéopathique, tu es titulaire à Lyon, tu es titulaire à Strasbourg, boum, tu te pètes l'autre cheville. Et donc il n'y a aucune continuité. C'est extrêmement compliqué de pouvoir donner le maximum de ce que l'on attend d'un joueur quand sa qualité première, avant que les qualités techniques puissent se voir, c'est que le physique doit être à 100%, voire à 120%. Lui, je pense que depuis qu'il est à l'OM, il est à 60%. Et après, à côté de ça, il faut prendre aussi en compte le fait qu'il a joué milieu récupérateur, milieu relayeur, quasiment numéro 10, 9,5 quand il est rentré contre le Paris Saint-Germain. Donc le problème, c'est que d'autres ont trouvé leur place. Lui, pour l'instant, ne l'a pas trouvé. Et ce qu'il a montré en match, contrairement à ce qu'il a pu montrer à l'entraînement, ce sont des choses bien différentes. Et ça, Roberto De Zerbi ne l'accepte pas vraiment. Et c'est pour ça que, par exemple, à Lens, il était sur le banc, il n'est pas rentré, il est resté avec sa parka, alors que Bilal Nadir, à qui on souhaite un bon anniversaire, lui aussi, le Jacques Bail de l'Olympique de Marseille, lui a eu du temps de jeu, alors qu'il était blessé depuis le mois de janvier. Monaco, c'est, on l'a dit, une équipe du haut du classement, deuxième actuellement de Ligue 1. C'est une équipe qui est diablement efficace, notamment en attaque. Est-ce qu'une des principales questions que les supporters marseillais peuvent se poser, c'est est-ce que le secteur défensif de l'OM, qui a été un des secteurs les plus expérimentaux depuis le début de la saison, va résister justement à cette furia monégasque? Ben oui, parce qu'attention, il y a de la qualité. Les deux, là, Akliouche et Ben Seguir, je peux te dire que je les regarde régulièrement, ces matchs-là, parce que moi, Karim le sait, Akliouche, c'est un joueur que j'adore, du talent à l'état pur. C'est une équipe qui va très très vite, qui dribble, ils n'ont pas peur d'éliminer, et ces joueurs, ils sont libres devant. Et quand tu as un joueur libre, c'est-à-dire libre de faire un peu ce qu'il veut, de prendre des risques, et ils les prennent. Crois-moi qu'ils n'hésitent pas à aller au combat, au contact, d'éliminer. Et donc, il va falloir être vigilant. Franchement, c'est vrai qu'offensivement, c'est une drôle d'armada. Par contre, je les trouve un peu moins performants défensivement. Alors justement, c'est quoi les particularités principales de Monaco cette saison? C'est quand même du beau jeu, moi je trouve, dans l'ensemble, avec un socle aussi au milieu de terrain qui est quand même solide, avec Zakaria, le capitaine, qui c'est un très très bon joueur. On l'avait vu dans les clubs précédents où il était passé, notamment à la Juve ou à Chelsea. C'est quand même un joueur avec la sélection nationale. Il a un leadership et il arrive à donner cette mentalité, comme dit le coach de l'OM à Monaco. Donc voilà, c'est le côté fort. Après, ils étaient historiquement très forts sur les côtés, avec les deux Brésiliens, Vanderson et Caio Henrique. Mais Caio Henrique, depuis son retour des croisés, a un petit peu plus de mal. Après, c'est pas leur manquer de respect. La défense centrale, moi je la trouve lente. Oui. Je la trouve capable de faire des erreurs grossières. On l'a vu dans différents matchs qu'ils ont joués ces dernières semaines. Le gardien... pas exceptionnel. Non, Mayeki, c'est pas mal. Mais c'est quand même c'est le numéro 2 au départ qui a pris la place du numéro 1. J'échangerai pour rien au monde Geronimo Rulli. Donc voilà, et après bien entendu, ils sont capables de faire des choses offensivement, parce que Jacques a parlé d'Akliouche et de Ben Seguir, mais bon, il y a Mbolo, il y a également Balogun, il y a aussi... Golovin et Minamino qui font beaucoup de travail offensivement. Donc non, franchement, c'est un groupe équilibré où il y a beaucoup de joueurs et qui se connaissent bien du coup, parce que ça fait quelques saisons qu'ils jouent ensemble, à la différence de l'Olympique de Marseille. Mais bon, voilà, il y a 3 points d'écart entre Monaco et Marseille. C'est tout. C'est tout. Alors les gens vont te dire, ouais, ils ont quand même 3 points d'avance alors qu'ils jouent la Ligue des Champions. Ouais, d'accord. L'effectif est plus riche. Oui, beaucoup plus riche. Après, pour l'instant, c'est pas non plus un rythme de dingue
qui est voilà, quand je pense quand on arrive à janvier, février, mars, où là il y a les enchaînements avec la Coupe de France, la Coupe d'Europe, le championnat. Là il fait froid vraiment. Non, moi je pense que c'est une très très belle équipe, c'est un très bel effectif, ça montre des choses intéressantes, mais ils sont capables de se faire bouger par l'Olympique de Marseille. Monaco qui s'incline à la maison cette semaine en Coupe d'Europe, ça peut compter dans le match de demain, de dimanche. C'est ce que je disais à Karim dans la semaine, ça peut compter parce que quand tu as une défaite, c'est toujours désagréable. Et en plus à la maison, c'était une équipe intéressante, le Benfica. J'ai regardé le match parcimonie, mais je pense que Monaco a été pas mal dans ce match, mais c'est vrai que la semaine elle n'est pas la même. Quand tu viens au Vélodrome avec une défaite, ça n'a rien à voir. Les voyages, surtout que celui-là, ils vont le faire en quart. Quand tu es dans le quart, les joueurs parlent entre eux, et quand tu as une défaite, tu n'as pas du tout la même approche, surtout que tu viens au Vélodrome. Alors le Vélodrome, c'est quand même normalement un endroit spécial pour eux. Normalement, c'est à nous à le rendre spécial pour nous. Je sais pas si c'est français, mais il va falloir se réapproprier notre stade, mais ça n'a absolument rien à voir. Je le dis régulièrement, la victoire appelle la victoire. Pourquoi ? Parce que les semaines ne sont pas les mêmes. Parce qu'il y a une ambiance différente. Les joueurs, ils tentent des choses, des râteaux, des passements de jambes. On fait des choses que tu fais avec la confiance. Et quand tu es pas en confiance, que tu trembles, mais tu tentes pas. Ça n'a absolument rien à voir. Il y a des équipes, tu te dis, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Bon, je me rappelle à Montpellier, on a gagné 11 matchs d'affilée. Et avec une équipe de pim-pam-poum. Mais parce que tu te dis, mais il pourrait t'arriver. Il y a la fête, tout le monde tente, ça réussit. Clément Turpin, pas Clément Turpin, c'est important, c'est pas important. Non, mais c'est lui ou c'est pas lui ? Parce que pas Clément Turpin, je te dis, on est bien. Ouais, si. Non, ça veut dire on n'en parle pas. Non, est-ce que c'est un épiphénomène ? Après, en toute honnêteté. Ou est-ce que ça compte vraiment ? Franchement, en toute honnêteté, quand on voit maintenant, je suis désolé, le niveau général de l'arbitrage en France, il y a des erreurs un peu tout le temps. Donc, je veux pas leur tirer dessus, mais franchement, voilà. Presque, je te dirais, la différence avec un arbitre comme Clément Turpin, c'est que les Marseillais sont 2 fois plus avertis. Et j'ai vu que les Monégasques se sont plaints aussi de l'arbitre qui sera à la VAR. Donc franchement, il y a des... Je pense que... Même si je crois qu'il y a 16% de victoires sur les derniers matchs de l'OM ou face à Monaco ou je me rappelle plus, mais je sais que la stat était 16% de victoires avec Clément Turpin. Donc, qui nous fasse pas sur le show. Un match, c'est un match. Bon, voilà, qui se mettent en mode Ligue des Champions. Tranquille, qui se rendent pas intéressants, qui commencent pas à mettre le chapeau de clown. Les commentaires vont descendre du 7e étage de la tribune. Exactement, ça risque d'y faire mal aux oreilles. Est-ce que le syndrome du Vélodrome va perdurer pour les Marseillais? Est-ce que les lignes auront bougé après ce mini-stage improvisé par De Zerbi? La séquence de pronostics pour l'équipe du BDS, Jaco, qu'est-ce que tu vois pour dimanche ? Alors, évidemment que ça sera un match serré, bien évidemment. Donc, j'ai envie de voir l'Olympique de Marseille conquérante. J'ai envie de gagner au Vélodrome. Et je me dis 2-1 et on marque le deuxième dans les 5 dernières minutes. Et on s'en va, on est heureux, on est content. Tu veux que l'homme à la casquette, oui, il meurt en direct. Je veux l'entendre crier avec son écharpe. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tu sais quoi, même si je suis pas extrêmement superstitieux, la semaine dernière j'avais dit match nul et l'OM a gagné. Donc je me dis quand même que ça va être dur de gagner parce qu'en face c'est costaud. Donc je vois un match nul, un but partout entre les deux équipes. Allez, OM Monaco, c'est dimanche soir, 20h45 sur la pelouse du Vélodrome et en direct sur Maritima. Prise d'antenne 20h. Prise d'antenne 20h voilà. Avec mes camarades de jeu. J'aurai le plaisir de vous retrouver. C'est pour ça que je le dis, qu'il y ait une trace, prise d'antenne 20h. Ça pas en train de regarder. Ne sois pas en retard. Message subliminal. De la housse, je sais rien. Sur la 6, là, 54 minutes inside. Merci les frérots. C'est Merci tout pour ce ce soir. Mon petit doigt me dit qu'on va se revoir dans quelques heures aussi pour continuer à festoyer pour les 60 ans du Jaco. Merci mon Karim. Un an, les 60 ans du Jaco. Oui. Avec grand plaisir. Comme les compagnons de la chasse. Merci les amis. Merci Jaco. Merci les amis. Belle fin d'après-midi sur Maritima. Bon week-end, bon match. À dimanche.
toute la saison sur Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Suivez en direct l'Olympique de Marseille. Dimanche 1er décembre à 20h45, l'OM reçoit Monaco. Vivez le match en direct sur Maritima en compagnie de Karim Attab et Jacques Bail. Avec notre partenaire, votre concessionnaire Nissan Marseille, l'Estac et Aubagne Groupe Morin. Nissan, Defy Ordinary, défiez l'ordinaire.